Très, très comique. Il est bon ce con quand même. Ouais, mais il fait chaque fois qu'il fait des trucs et c'est toujours bien. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Will Wheaton, qui a joué dans pas mal de trucs. On va déjà accueillir le prochain chroniqueur aussi. Hop là. Salut. Hello. Oh, qui voilà. Ça va bien? Ce petit monde où tout le monde se connaît. Bah oui. Hein. Wikipédia, la dernière info. La dernière info, donc, on en avait touché un demi-mot la semaine dernière. Donc, on a ouvert un canal Patreon qu'on va ouvrir à un maximum de monde. Donc, on l'ouvre aux artistes au mois de mai. Contenu, ça va être donc du streaming, des interviews, des ateliers, des webinaires. Il y a d'office un concert mensuel au Motown qui est prévu et qui arrive vraiment tout bientôt. Je vais demander l'encodage des événements dans Facebook dans les prochains jours. Et en fait, deux news par rapport à ça. La première, c'est que le parcours Utopiar, donc d'accompagnement, donc je vous en avais parlé il y a quelques mois, cet accompagnement par des consultants pour que les jeunes artistes puissent apprendre à développer leurs projets, à promouvoir leurs projets, à monétiser leurs projets professionnels. Eh bien, on avait fait cette première, enfin on est en plein dans cette première édition de parcours d'accompagnement, de test avec Wiz Artistes et ASBL. Et donc on a fait des essais-erreurs, on a déjà appris plein de choses sont super adéquats, d'autres méritent à vraiment être retravaillés, c'est assez intéressant. Et en fait, cet été, on va faire des tests pour transposer cet Utopiar, donc notre parcours d'accompagnement, sur Patreon. Donc, on va essayer d'utiliser cette plateforme-là vraiment comme plateforme de rendez-vous, de webinaires, de rencontres, d'interviews et d'interactions. On va se lancer vraiment sur ce côté un peu plus professionnalisé de la digitalisation de la consultance. Et puis de l'autre côté, on revient avec l'aspect festif et partage de musique que peut offrir Patreon. On fait un appel à tous les artistes et les créateurs de contenu. Si ils ont envie de partager sur le Patreon de Wicked Pigeon leur contenu, eh bien ils sont tout à fait les bienvenus. Il suffit de prendre contact avec nous. On boit un café, un thé si vous voulez, pas de souci. Ça dépend de l'heure qui sera. Il faudrait pas qu'on arrive pas. Ben attends, tu ris ou quoi? Et clairement qu'il faudrait un Irish, mais peut-être pourquoi pas autre chose. Donc, ça peut être comme vous voulez, mais en tout cas l'idée c'est vraiment de pouvoir l'ouvrir à un maximum de monde. On en discute et on voit ensemble ce qu'on peut faire. J'en avais marre d'être au même endroit. En fait, je vais aller voir ce qu'ils font là-bas. Donc je me dis, je vais aller regarder, je suis trop curieuse. Donc je suis quelqu'un de spontané, moi. Non, je vois pas du tout de quoi vous parlez en fait. Hein. On disait tout à l'heure, donc Marie, tu tournes la tête et puis elle est à un bar à l'autre bout de Bruxelles et tu n'as pas compris ce qui s'est passé entre les deux. Je les ai retrouvés, ils sont là, ils sont occupés à papoter. Salut Camille, salut Mike. Voilà, mais je me disais, allez, revenez. Hein. C'est une blague, c'est pour rire. Ils veulent pas. Mais donc voilà, les news c'est ça, Patreon qui se lance. Je suis intriguée par ce qu'on peut en faire. J'ai envie de tester plein de trucs. Après, il faut se mesurer quand même, rester mesuré, pardon, et quand même faire un minimum gaffe à ce qu'on va pouvoir proposer. Mais on s'est dit pourquoi pas ouvrir ça à un maximum de monde. Donc déjà, on a prévenu les artistes de Utopiar, les artistes du Live Tour. Il y a déjà des choses qui vont se faire. Il y a des rendez-vous qui vont être pris la semaine prochaine. Et donc voilà, on va essayer d'étoffer ça. Et l'idée, c'est que ça soit un peu un labo, voir ce que les gens veulent en faire. Si vous avez des idées aussi, des bonnes idées, j'espère, hein, eh bien, n'hésitez pas à les partager, pourquoi pas. Il faut surtout pas hésiter en tout cas. Et donc voilà les informations de base. Je t'ai envoyé un ou deux messages via Facebook. Et on peut parler du camion ou pas? Depuis tout à l'heure, il veut juste parler du camion. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais... Le camion, c'est un projet de Wicked Pigeon. On va juste parler de ce camion. Pour moi, je trouve que c'est l'idée. Il rêve de ça. Je pense que la plupart des gens vous quatre qui écoutez, enfin vous trois, parce que Marie connaît le bazar, moi aussi, plus les gens qui écoutent, je mets mes mains à couper
que c'est un projet que tout le monde va trouver génial. Alors, j'en suis convaincue également et je suis toujours ravie de voir que tu es hyper enthousiaste à ce sujet. Ton avis m'est important et tu le sais, mon petit chou. Et donc clairement, alors à chaque fois que tu m'en parles, j'ai envie d'en parler et ça me donne envie de sourire. Mais c'est vrai que c'est trop tôt pour nous enfin, on peut pas encore en parler comme ça parce que j'aime pas parler dans le vent, tu le sais bien. Et donc voilà, après, c'est vrai que c'est un chouette projet. Ça permettrait de pouvoir amener pas mal de musique à pas mal d'endroits. Donc voilà, on travaille sur un gros truc. Arthur. Arthur, je sais, il y a quelques personnes qui sont au courant. Arthur, il me tue. Mais pas tout le monde, on veut pas que tout le monde soit au courant. Mais en tout cas, on travaille très fort là-dessus. On a déjà parlé en live sur l'antenne. Hein. Senso est occupé à avoir des contacts, on doit encore avoir des rendez-vous. Donc, j'espère que c'est qu'une histoire de semaine pour pouvoir en parler et de que quelques mois pour pouvoir le lancer. Je nous le souhaite. En tout cas, on va travailler pour. Et dès que je pourrai en parler, je te jure, Fab, je t'enverrai un message, mais énorme et tu auras le communiqué de presse, mais en primeur. C'est toi le premier qui saura. Tu te débrouilles si je te réveille en pleine nuit. Hein. Ça, c'est ton problème. C'est pas de problème, mon téléphone est sur silencieux. Merci. Voilà. Donc, c'est tout pour les week-ends? C'est tout pour les week-ends, à part que si jamais, enfin oui, juste mais bon, c'est pas de la musique, c'est plutôt du social. L'épicerie solidaire est fixée à partir de demain, rue de Monténégro, dans nos bâtiments. On a réussi à pouvoir occuper un autre espace chaque samedi, et donc maintenant on n'est plus itinérant pour l'épicerie solidaire. On est enfin fixé, donc n'oubliez pas que si vous avez du mal à remplir votre frigo, vous pouvez nous envoyer un petit message sur la page Facebook, et chaque week-end on organise quelque chose et vous ne serez pas tout seul. Ouais. Ce que tu n'avais pas dit là, chapeau, c'est que Wicked Pigeon a aidé des gens de l'Oreca, des gens du milieu artistique qui étaient dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot avec la situation. Avec des colis bouffe, il y a eu des colis cadeaux à Noël, je crois, pour les gosses et compagnie. Donc, il y a plus de près de 90 enfants qui ont eu des cadeaux de Noël. Et en général, on donne à manger à, allez, on va dire une trentaine de personnes chaque semaine. Et on donne également pour l'occupation du Théâtre National et pour le Buzet de la Monnaie, on donne 1 à 3 fois par semaine le catering, parce que on est là pour ça, tout simplement. C'est quand on dit soutien, c'est aussi pour ça. J'ai une question juste pour toi que j'ai à l'oreillette là pour l'instant. Une appelée Gerta demande s'il y a de la choucroute. Eh bien, figure-toi que nous avons déjà eu de la choucroute grâce au don tout à fait anonyme d'un de nos auditeurs qui m'a amené beaucoup de choucroute et ça a fait énormément d'heureux. Mais tu as loupé ça. Alors, il est l'heure d'avoir un nouveau jingle. Non, je vais enlever mes écouteurs pour celui-là. Attention, il est temps de mettre son pantalon à paillettes, de mettre la boule à facettes. Let's go! J'adore mettre le logo Metal Factory et compagnie pendant que je passe du Claude François. C'est vachement bien ça. Alors, pour expliquer, la séquence d'Oli, c'est que chaque semaine, il nous choisit une année et il nous parle de cette année. Et tous les chroniqueurs et cette fois-ci, tous les invités ont choisi une chanson qui est en rapport de quelle année, Oli? C'est 1977. Et là, vous me voyez en train de lutter parce qu'il y a mon portable qui est en batterie faible, j'ai mon chargeur qui est en court-circuit, donc je n'arrive pas à le rebrancher. Oh non! C'est à l'image de cette semaine. J'ai eu hier une coupure Internet à minuit pile. Il y avait mon fournisseur Internet qui avait prévenu, j'avais complètement oublié. Et je m'étais préparé à envoyer une mailing list à minuit. J'étais en train de compter, je fais le décompte, et quand j'appuie sur le bouton, j'ai le message d'erreur. Et je me dis, putain, c'est... Non. Donc là, je lutte. J'essaie de rebrancher mon truc, j'y arrive pas. Ça se branche pas, je sais pas pourquoi. Donc, c'est la fête. Tu veux que je te passe... je peux repasser une chanson, un morceau, j'ai quelques trucs en réserve sur le temps que tu bricoles. On va voir si j'y arrive, surtout, parce que
s'il y a un court-circuit au niveau de mon chargeur, si le chargeur veut pas, le chargeur veut pas. Mais on va essayer. Fais ça, comme ça au moins, ça donne l'impression que tout va bien et tout. Ça donne l'impression que les aléas du direct. Il n'y a pas de panique. Ça va bien, tout va bien. Respire, breathe in, breathe out. Ah, écoute, j'ai l'habitude, hein, à la radio c'est pareil, une fois sur deux quand on arrive, il y a une prise qui est débranchée, mais tu te rends compte quand tu prends l'antenne et tu fais pourquoi est-ce que j'ai pas de son, pourquoi est-ce que mon truc ne va pas, ou quand ton portable te plante en plein milieu d'un morceau aussi, ça arrive aussi ce genre de truc là, donc on est abonné à ce genre de truc là, donc franchement le stress, je suis bien au-delà de ça. Alors, pour donner un indice sur cette année 1977, je vous dis santé. Et je vais vous montrer une bouteille du Brussels Beer Project. Ah. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, trop bien. Voilà. Ça marche pas? Respire, Olivier. Ça marche. Rouge. Je vais vous faire santé aussi, voilà. Voilà. Donc, Lust for Life, c'est le Brussels Beer Project. Où on avait déjà même fait un événement à l'APN. Je crois que Chat, tu travaillais à ce moment-là. Yes. Pour je ne sais plus quelle bière, c'était la Dark Sister, qui était une bière qui était à 6,66 au niveau alcool. Et on avait fait, il m'avait demandé de mixer pour la sortie de cette bière. Et j'avais repris la pochette de Number of the Beast d'Iron Maiden. Et à la place du diable, il y avait donc Eddie qui manipulait le diable et le diable qui manipulait la Dark Sister, quoi. The Number of the Beer. Voilà. Petite pub pour le Brussels Beer Project, parce que c'est des gens qui ont toujours été assez cool dans leur truc. Voilà. Alors, 1977, raconte-nous tout. Oh, écoute, il y a bien des choses, à dire. Déjà, 1977, c'est, je pense, l'année qui est connue comme étant l'année du punk. C'est pas vraiment l'année du punk parce que si on prend par exemple les Ramones, ils avaient déjà sorti leur premier album l'année d'avant. Voilà, donc c'est eux qui ont commencé, comme ça c'est dit, c'est fait. Voilà. Mais la vague anglaise a débarqué quelques mois plus tard à peine, donc en 1977. Il y a eu notamment le premier album des Clash. Donc, il est en train de nous montrer qu'il a oublié de mettre ses chaussettes. Mais quel beau mollet. Oui, mais oui. Voilà. Un beau mollet de cycliste, ça. Ah oui, c'est vrai, en plus. Voilà. J'attends que je le retrouve. J'ai eu il y a quelqu'un qui a pouffé derrière moi, mais je ne sais pas. Enfin, soit. On n'a rien entendu. Et ça pousse de ouf, hein. Tu l'as tuée, c'est bon, ça y est, elle est partie. Coucou Manu. C'est le genre de rire, t'as juste envie de laisser couler en fait. T'as juste envie À mon avis, on ne peut pas lutter avec ce genre de rire. Non. Donc, en 1977, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la vague punk en Angleterre avec le premier album des Clash et puis le premier album des Sex Pistols qui est peut-être plus connu, en tout cas ça a plus marqué l'imaginaire puisque effectivement le groupe traînait déjà un passé sulfureux alors qu'il venait à peine de commencer à exister. Le premier était les Dames, quand même. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que généralement, quand on parle de punk, c'est ces noms-là qui reviennent. C'est souvent les Clash et les Sex Pistols. Les Sex Pistols qui ont réussi à se faire virer 2 fois du label avec lesquels ils venaient de signer. Ils ont commencé avec. Comment ? Dans la même journée. Ah, je ne sais pas si c'est dans la même journée, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait 2 labels différents. Donc, ils ont d'abord signé chez EMI. Et puis, en fait, ils ont été invités sur un plateau télé où ils ont juré en direct, en prime time à la télévision anglaise. Ça n'est pas bien passé du tout. Ils se sont fait virer par EMI. Il y a Sid Vicious qui a rejoint le groupe 1 mois plus tard.
Et puis, ils ont signé un contrat avec A&M Records. C'est une cérémonie qui a été d'ailleurs filmée devant le Buckingham Palace. Et 6 jours plus tard, le contrat a été terminé parce que quand ils sont allés dans les locaux du label, eh bien, ils ont vandalisé les locaux et donc ils se sont fait jarter aussi sec. Et pourtant, sur l'album, c'est pas Sid Vicious, c'est encore Glenn Matlock. Hein. Glenn Matlock. Vicious, c'était un peu une marionnette, tout comme les Pistols, c'était la marionnette de Malcolm McLaren. En fait. Oui, tout à fait. Qui a managé les New York Dolls, par exemple. Les Pistols, c'est le premier boys band, en fait. C'est vrai. Avec un peu plus d'héroïne que dans les autres groupes, peut-être. C'est ça, c'est le boys band, mais sous zéro. Est-ce que c'est mieux? Et ils n'ont pas touché un bal. C'est pour ça qu'à leur formation, ils ont fait une tournée qui s'appelait Pure Fatal Rook. Parce qu'ils ont dit, sur cette tournée, on va se faire du pognon parce qu'on n'en a pas eu en 77. Les mecs ont quasi rien eu, en fait, de 1977, hein, pour résumer la situation des Pistols. Par contre, Malcolm McLaren, il est mort, mais rien à foutre, fils de pute. Lui a vraiment réussi le coup le business le plus total. Parce qu'il s'était grillé aux États-Unis tu parlais des New York Dolls. En fait, il était dans son trip et tu sais que tu es tout à fait dans le noir là, mais c'est pas grave. Complètement, mais j'ouvre au chat qui demande pour sortir. T'as pas une bougie ou quelque chose? Écoute, le pire, c'est que la lumière est allumée là en haut. C'est la seule lumière qu'il y a dans la véranda et je suis exilé dans la véranda parce que c'est cours de cuisine ici chez moi. Enfin, ah oui. Donc, je suis exilé. Il leur a fait sortir un album où il les a tous habillés en rouge, version communiste avec le drapeau, la faucille et compagnie. Et le mec se rendait pas compte de ce qui se passait aux États-Unis dans les années 70 avec le Vietnam, avec l'anticommunisme, le macartisme et tout ça. Et en fait, il s'est grillé. Ça a été la fin des New York Dolls, qui était un des grands-pères du punk, tout comme les Stooges, MC5, les Sonics et bien d'autres. Mais ça a complètement grillé. Malcolm McLaren s'est grillé tout seul. Il voulait faire le scandale, mais il n'a pas mesuré ce qui aurait pu passer en Angleterre, parce que c'est quand même lui qui a donné le t-shirt avec la croix gammée à Sid Vicious, qui n'avait aucune idée de ce que ça représentait. Mais aux États-Unis, le côté communiste, c'est pas passé, quoi. Voilà. Au niveau politique, généralement, ça rigole toujours moins. Voilà. On revient à 1977 avec toi. Voilà. Laisse la parole. Oui, c'est ça. Mais là, ici, je commence un petit peu avec les news musicales que j'ai retrouvées un petit peu à gauche, à droite. Il y avait notamment Patti Smith qui a fait une belle chute au mois de janvier qui lui a valu 22 points de suture. C'est pas mal. Ah oui. 22, c'est pas mal, c'est bien. Oui, 22, je trouve que c'est honnête, c'est un bon chiffre. J'ai glissé dans le vomi de Jean-Claude. Dans mon chat Jean-Claude, j'ai eu 2 points de suture. Donc. Ah, ben franchement, 2 points de suture pour avoir glissé dans du vomi. Je pense que tu mérites aussi une sorte d'award, je sais pas. Je ne sais pas si elle sera sur Wikipédia pour ça. Je sais, un post-it comme ça. Un post-it caca. Jean-Claude, c'est pour Van Damme ou le dope? Je ne dis pas. Je trouve que c'est un très bon nom de chat, en tout cas. Oui, hein. Je trouve que c'est le meilleur. On peut dire la vétérinaire. Ah, ben, je me doute, ouais. J'adore les animaux qui ont des noms d'humains, genre Raoul. Raoul, je kiffe. Qui s'appelle Raoul, quoi. C'est un truc de fou. Je vais avoir un hamster si j'aurai un hamster. Enfin, je prends un hamster, je vais l'appeler Oli. Oli. Non, je déconne. Pourquoi pas? Non, parce que je cherchais un jeu de mots, en fait. Oui, moi aussi, je cherche, je ne trouve pas non plus. Non, j'ai plus envie d'avoir un animal en cage. Ah oui, ça se comprend. Voilà. Tu parles du hamster? T'as pas envie d'un lapin? Je cherche les propriétaires d'un lapin blanc qui est passé devant ma fenêtre ce matin au petit déjeuner. Je l'ai récupéré. Si vous avez perdu un lapin blanc du côté de Molenbeek, qu'il est chez moi. Fais gaffe à tes câbles. Ne jamais avoir de lapin quand on n'est pas hyper minutieux avec ses câbles. Mais il est dans la boîte du chat. Hein, c'est pas mon. Ouais, demain, il part chez V-Wade.
parce que j'ai un Akita. Qu'est-ce que tu veux que le lapin? Je l'ai appelé Blanquette. Un lapin avec de la bière, ça peut être très sympathique. Ouais. Ouais, mais bon, on est potes maintenant, comme je disais tout à l'heure sur Facebook. On va manger des carottes ensemble. Je peux pas lui faire de mal. Mais oui, par contre, je sais pas m'en occuper, quoi. Je peux pas. Et puis, il a sûrement un maître quelque part qui doit le chercher. J'espère que c'est pas un abo. Ouais, Arthur, fous-toi de moi. Je l'ai appelé Blanquette parce qu'il est blanc. Oui, mais ça me fait rire. Venant de toi qui est végétarienne, en plus, je trouve ça pas mal. Donc voilà, si vous avez perdu un lapin, il est chez moi. N'hésitez pas. Bon, il y a quelqu'un qui veut nous parler de 1977, au fait. Ouais, 77, c'est bien. L'année du lapin, donc. Ah, eh ben, tu sais quoi? Je vais rebondir sur le lapin, puisque 1977, c'est aussi l'année où Pink Floyd a sorti son album Animals. Et voilà. Et voilà. C'est quand même c'est une bonne année. Et le lapin étant un animal. Écoute, je vois que tu as compris le concept. Tu as cerné l'essence même de mon enchaînement. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vous assure que cette émission est réalisée 100% sans drogue. C'est vrai. Je viens juste de commencer. C'est vraiment juste le début là. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? C'est aussi l'année de formation des Runaways. Alors, les Runaways, c'était le groupe hard rock 100% féminin, hein, avec Lita Ford. Hard rock punk. Guitare saturée, loud si tu veux. Hein, on sait bien, c'est toujours l'éternel débat. Qui est le premier girls band, parce que le mec les a exploités. Au cas où il y a un super film sur les Runaways. J'écoute. Avec la nana qui avait joué dans Twilight. Ah, Kirsten Dunst. Voilà, qui joue le rôle de Joan Jett et qui le fait très très bien. Bah, en fait, tu viens de me tuer avec Kirsten Dunst comme ça. Oui, mais parce que à part Twilight, comme Robert Pattinson finalement, qui est un très bon acteur et qui joue très très bien et qui a joué des très bons trucs dans des films, le Tenet de Christopher Nolan. Voir Batman. Moi, je me réjouis de le voir. Je trouve que ça fera un très très bon Batman et je pense qu'il a un jeu d'acteur qui peut convenir vachement à Batman. Ouais, moi, j'attends de voir. Je laisse sa chance. Voilà. Et Kirsten Dunst, c'est aussi en fait, elle a joué dans beaucoup de films indépendants après parce qu'elle a été un peu de Twilight, et, quand tu es une jeune actrice et que tu te retrouves à pouvoir jouer dans un truc super international et te faire plein de thunes, tu le fais. Moi, je l'aurais fait à sa place. Mais elle s'est vachement pas rachetée parce que la pauvre, c'est pas sa faute qu'elle a joué dans un mauvais film. Hein. C'est l'œuvre qui a blâmé, pas elle. Mais c'est une très bonne actrice et franchement, elle a joué dans plein de trucs qui sont vraiment chouettes et elle a une position en tant que personne qui est assez intéressante aussi et c'est chouette de voir les rôles qu'elle choisit maintenant qu'elle a le droit de choisir et le fait qu'elle vienne jouer Joan Jett en plus, moi je trouve ça vachement bien, donc je note et je regarde. Comme tu peux voir, la séquence d'Oli est la séquence qui part le plus en couille, où ça part de tous les côtés. Bah oui. On est dissipé sur la fin, hein, je remarque, hein. Ouais, on digresse. Que tu parlais de Twilight, faut pas oublier que le petit roux qui dans Harry Potter, je sais pas son nom, est le mec qui jouait Cheetah Chrome dans le film CBGB. Rupert Green. Comment? Rupert Green, celui qui jouait le Weasley, du coup, ouais, il a joué dans CBGB et c'était vachement bien. Cheetah Chrome dans le film CBGB, qui est un chouette film sur le CBGB, avec certains événements, pour avoir discuté avec des personnes qui ont vécu cette époque, qui sont tout à fait réelles, comme la fameuse pipe au chanteur des Dead Boys en plein concert. Oui. Oui. Moi j'ai vu le film. Je ne connais pas assez de gens à New York, contrairement à toi, mais le film te sent pas, sans plus. Et il y a toute la bande d'Harry Potter qui est dans ce film, et il y a même Léonard de. Attends, la bande d'Harry Potter avec le coup de la baguette magique en plein concert. Ouais, Daniel Radcliffe aussi, c'est un très bon acteur, hein, finalement. Voilà. Il a joué dans des très bons trucs. Donc 1977. Oui, c'est ça, pardon. Ouais. Mais note, c'est bien, tu me lances, je pars, je papote de tout et de n'importe quoi. Alors, rien à voir, mais beaucoup plus près de chez nous, il y a eu la France qui a gagné l'Eurovision cette année-là. Quelle chanson? Pardon. Poupée de cire, poupée de son? Non. Tu t'étonnes qu'on te coupe tout le temps. Marie-Myriam, l'oiseau.
L'oiseau et pardon, l'enfant. moi, je suis- Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant. Tout à fait. Et je l'ai C'était probablement le morceau qui a remporté regardé. l'Eurovision. Pardon? Ah oui, moi j'ai regardé. Eh ben voilà. Sinon, il y a eu, Bah, il y a eu écoute, quoi? Il y a eu le batteur de Grateful Dead qui conduisait sa Porsche, qui est passé par-dessus la barrière d'un canyon. Il y a eu quelques petites fractures. Heureusement, sa voiture, sa chute a été amortie par un arbre. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu... oui. quoi. Comment? Il n'a pas fait une Def Leppard. Non, 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 non. Non, enfin bon. C'est le genre de truc, dire la Porsche est tombée dans un canyon. Oui, ça va. Et il n'était Voilà. certainement pas sous l'influence du LSD, connaissant le Grateful Dead. Non. Oh, le mauvaise langue, ça. Hein. Médisance. De racontard que tout cela. Racontard. Et il ne sortait pas d'une soirée stratomique. Dominique comprendra. Mais cela Tous ne les plus nous jeunes ne regarde pas. connaissaient pas. Oui, mais sinon, je vais peut-être dire encore un dernier petit truc et puis on peut passer un peu de musique parce que ça fait longtemps qu'on parle. Il y a eu quoi? Il y a eu Kiss qui a été élu le groupe le plus populaire aux États-Unis cette année-là. Et c'est aussi. Et oui, Kiss qui sortait Love Gun cette année-là. Et ça a été aussi l'année de la mort d'Elvis Presley. Il a donné son dernier concert et 2 mois plus tard, eh bien, il décédait chez lui à Graceland. Explosant par là même les records de commandes de fleurs chez tous les fleuristes du coin. Et ça va. Sur les toilettes. Il est mort dans sur ses toilettes en plus. Ouais. Le King sur ses toilettes. Voilà. C'est pas la plus Sur belle son mort. trône, le King est mort sur le trône, c'est tout à fait cohérent. Tout à fait. Et sa dernière œuvre flottait paisiblement. Bon, enfin, quoi. Bon, quel morceau tu veux, Oli? Oh, bon, écoute, on peut faire comme d'habitude, on peut les passer dans l'ordre où je les ai envoyés. J'ai commencé pour moi. Pardon? Le Annie Cordy. Ça, c'est toi qui l'as rajouté à la fin, donc on peut le passer, mais en 4e. Oh là là, ma passion pour Annie Cordy n'a pas de limite. Le jour où elle est morte, j'étais dans ma famille et je suis rarement dans ma famille. Il faut savoir que j'ai 2 sœurs qui ont 5 et 10 ans en moins que moi et on regardait le journal télévisé et on a pleuré. Je vous jure. On a pleuré, on n'était pas bien. On était là, heureusement qu'on est ensemble pour apprendre ça parce que c'est vraiment difficile. Et on en a parlé tout le week-end. C'était un moment traumatisant dans ma vie. Voilà, c'était tout. C'était mon amour. En même pour temps, Annie vu son Cordy. âge. Mais oui, je ça allait sais. arriver, hein. Et tu sais, le grand Jojo, ça va être pareil. Mais le jour où le grand Jojo va mourir, je vais pleurer pendant 10 jours. Je le sais. Je le sais. C'est juste trop. Il est immortel dans ma mémoire. Sur le temps qu'on va écouter le morceau qu'on y a choisi, n'hésitez pas sur le chat si vous avez des anecdotes pour les vieux, pour 77 ou à quoi 1977 vous fait penser, tout ça. Allez-y. Oli, quel morceau? Eh bien, on va passer le morceau de Queen, le morceau It's Late. C'est un extrait d'un des albums les plus célèbres de Queen, l'album News of the World, sur lequel il y a énormément de morceaux extrêmement connus. Mais il y a un morceau qui est généralement pas repris dans les Greatest Hits et tout ça, qui est pour moi un des morceaux que je préfère de Queen et qui finalement me décrit assez bien. C'est le morceau It's Late. Où effectivement, étant en retard pour tout, voilà, c'est un morceau qui était écrit pour moi et en plus je l'adore. C'est un morceau qui est un peu plus long, il fait un peu plus de 6 minutes, mais vraiment un très très bon morceau qui évolue bien sur toute la durée, un morceau que j'aime beaucoup. Voilà, pour préciser, Oli est né après 15 mois de gestation, donc quand on disait It's Late, c'était vraiment ça. Voilà, Queen. J'adore ce morceau. C'est fait. De Naples. La vidéo est un peu spéciale avec ce collage de morceaux live, mais c'est mieux que d'avoir juste les lyriques vidéo. Oui, clairement. Une petite news belge pour 1977, un festival bien avant Rockwerter, enfin Rockwerter actuellement, il y avait le Jazz Bilzen, qui est un festival hyper connu dans les années 70. Je ne sais pas si tu comptes en parler, Oli. Non, pas spécialement. Eh bien, en 77, je le savais pas, le Jazz tout simplement. Bilzen, donc Bilzen de Limbourg. Le premier jour, il y avait Elvis Costello de Damned et de Clash.
excusez du peu. Le deuxième jour, Ted Nugent, Graham Parker, Uriah Heep, Colosseum. Troisième jour, il y avait Stanley Clarke niveau jazz, Ian Gillan Band, le chanteur de Deep Purple, Aerosmith et les Small Faces. Et le dernier jour, il y avait John Miles, Crazy Cat, Sin Lizzy et Alex Harvey Band. Ça, la plupart de ces groupes-là avaient sorti un album cette année-là. Ouais. Et ça a été un peu des indications sur les morceaux que tu passeras plus tard. Oui, tout à fait. Et Bill Zane, juste pour la petite anecdote, parce que ça se trouve vraiment un jet de pierre de Liège, et j'ai été y voir le concert le plus insolite que j'ai fait. C'est Amen Ra qui a donné un concert là-bas dans une mine de calcaire. En fait, c'est un endroit où il y a énormément de mines de calcaire qui ont été creusées. Et il y a une de ces mines qui a été transformée en zone événementielle, en fait. Et Amen Ra a donné un concert à l'intérieur d'une de ces mines de calcaire. Donc, on rentre par vraiment une espèce d'entrée de grotte derrière le jardin d'habitants du patelin là-bas. Et tu descends long escalier, puis tu te retrouves vraiment au cœur des mines. Et il y avait un concert là-bas, c'est ça. Voilà. Parenthèse, rien à voir avec 1977, puisque c'était il y a 10 ans max. Pour en revenir à 1977, y avait-il au niveau... oui, en fait, le reste de l'année était moins gai au niveau événement. Il y a eu notamment le frontman de T-Rex qui s'est tué dans un accident automobile. Donc, moins chouette. Niveau crash toujours... Pardon ? Je croyais que tu disais quelque chose, pardon. Autant pour moi. Il y a eu un autre crash, c'est celui d'un avion qui transportait des membres de Lynyrd Skynyrd. Et du coup, il y a eu le chanteur, le guitariste, une des choristes et un des roadies qui sont morts dans l'accident. Donc voilà, pas une année super gay qui s'est en plus qui s'est terminée avec la sortie au mois de décembre de Saturday Night Fever, qui a lancé la fièvre du disco un petit peu partout dans le monde et qui l'a popularisé en tout cas. Donc ça avait bien commencé, c'est un peu moins fini, c'est pas grave. Pour la petite anecdote, l'album News of the World de Queen est sorti le lendemain de Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Donc voilà, au niveau du hasard des dates. Il y a une information aussi, j'ai pas eu le temps de me renseigner dessus, mais j'ai trouvé ça assez particulier. En 1977, le 9 octobre, il y a Aerosmith qui a dû annuler plusieurs dates de concert parce qu'il y a Joe Perry et Steven Tyler qui ont été blessés par l'explosion d'un engin appelé M80, je ne sais pas à quoi ça correspond, qui a explosé sur scène. Et donc, Steven Tyler a eu la cornée brûlée et Joe Perry a eu la main gauche coupée. Enfin, coupée, cisaillée, entaillée, il l'a toujours. Hein. En 77, c'est déjà l'année où Aerosmith, on les a vraiment surnommés les Toxic Twins, on se demande pourquoi, était vraiment c'était vraiment la fin de tout ce qu'on a appelé les dinosaures, les Alice Cooper, Aerosmith et tout ça, qui étaient tous vraiment sur la grosse pente descendante. Pour ceux qui connaissent le théâtre 140, les Scorpions y jouaient. Ils jouaient aussi à Chennai au foyer culturel. Je vois un peu ce qui se passait en Belgique en 1977. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y, continue, je regarde s'il y a d'autres news en Belgique. Moi, il y a une news qui m'a bien fait flasher, c'est que cette année-là, il y a aussi eu une émission télé rétrospective sur les Rolling Stones pour fêter leurs 10 ans d'existence. Donc on se dit 1977, c'est pas hier. 10 ans, voilà, eux, ils avaient déjà 10 ans dans le coco. Quoi. En 77, les Stones avaient plus que 10 ans. Hein. Les Stones, c'est 63 le commencement, je crois. Bah, peut-être que c'était au niveau de leur premier album, ou je ne sais pas, c'était 10 Years of Rolling Stones, voilà. C'est une émission qui est passée sur CBS. Enfin, bon, et, voilà. À l'ancienne Belgique, il y avait, est-ce que j'ai vu ça Black Sabbath, au Cirque Royal, il y avait Black Sabbath avec en première partie AC/DC. À l'ancienne Belgique, pardon, j'ai crié, mais... Au Cirque Royal. Au Cirque Royal, oui, mais même. C'est la même, en fait. On m'a parlé de ce concert, et en fait, il y avait pas mal de problèmes parce que pendant AC/DC, il y a vraiment tout le public qui repoussait les barrières et tout ça, et c'était vraiment le bordel. Donc, c'était avec Bon Scott, évidemment, en 77.
Et ça permet peut-être de citer quelques albums notables qui sont sortis cette année-là, puisque AC/DC a sorti l'album Let There Be Rock, qui est pour moi the album de AC/DC. S'il ne faut en posséder qu'un, c'est celui-là, pour moi, bien avant le Back in Black et le Highway to Hell. Donc, AC/DC était à ce niveau-là. Il y avait les Ramones qui ont sorti cette année-là leur deuxième et leur troisième album, puisque c'est encore une époque où ils ont joué le 5 mai. Le 5 mai 1977, les Ramones ont joué. La première partie des Ramones, c'était Talking Heads. Et ils ont joué à l'auditoire au Janson. Mais non. Putain, moi, je me suis jamais amusé dans cet auditoire. Alors que tu aurais su cette info-là. Mais franchement, déjà, je n'aurais pas vécu pareil. Tu aurais fait, je m'emmerde, mais c'est punk rock, bordel. Mais voilà, il y a du souvenir, il y a du vécu ici, tu le sens. Le doc dont on fêtait les 60 ans cette semaine, m'avait déjà expliqué, en fait, tout le monde debout sur les sièges, ils ont pété les sièges aux Janson et compagnie. C'était un des derniers concerts vraiment rock dans cet auditoire. Ceci explique cela. Hein. Television y a joué un mois plus tard aussi. Voilà. Donc, imaginez au Janson, maintenant, les seuls trucs un peu musicaux qu'il y a au Janson, c'est le festival de la chanson suivante. Et ben, à l'époque, il y avait eu les Ramones avec Talking Heads, Television qui avait joué là-bas avec Royal Flush. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, les Roubettes jouant en Belgique. Bon, évidemment, les gros trucs à Forêt. Il y avait Iggy Pop au Roma à Anvers. Voilà, c'est plus ou moins tout. Ah ouais, et AC/DC est revenu. Ils ont joué à Poppering et ils ont joué à Conti dans la salle Tirbo, donc une petite salle, parce que c'était encore l'époque, c'était bien avant qu'AC/DC puisse faire Forêt Nationale. Donc, imaginez-vous voir Bon Scott dans une petite salle, je veux dire, ça devait être le pied. Tu avais parlé des Runaways, j'avais joué au Cirque Royal le 30 novembre. Et elles ont rejoué une deuxième fois, elles ont joué 2 jours de suite. Plus à Poppering, elles ont fait quelques dates. Et Boniem aussi jouait en Belgique. Ah, Boniem. Moi, j'aime bien Boniem. Qui ont aussi sorti un album cette année-là. Tout comme David Bowie qui en a sorti 2, là encore. Hein, c'était la bonne vieille époque où on pouvait se permettre de sortir 2 albums par an. Un album qui a énormément fait. Léa, on a sorti. Oui. Déa était là tout à l'heure. Je pense qu'en sa compagnie, on ne peut pas dire ce genre de truc. Non, mais il n'est pas là, donc je peux le dire. C'est QFD. C'est vrai. Il y a eu un album qui a énormément fait parler de lui. C'était l'album Rumors de Fleetwood Mac, qui est un des albums les mieux vendus de tous les temps. C'était l'album Whitesnake de David Coverdale qui se lançait dans sa carrière solo après avoir fait partie de Deep Purple et qui a lancé sa carrière solo avec cet album qui donnera le nom au groupe par après, Whitesnake. Il y a eu le premier album de Peter Gabriel, il y a eu l'album Damned, Damned, Damned de The Damned, il y a eu le premier album de Quiet Riot et on va peut-être en profiter pour faire l'enchaînement magique. On va faire l'enchaînement magique. Et du coup, on va pas suivre l'ordre que j'avais dit, parce que je pense que je l'avais mis comme 3e. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc Quiet Riot, qui est un groupe qu'on connaît pas forcément très bien, mais c'est le groupe qui a permis à Randy Rhoads de se lancer. Randy Rhoads qui a par après intégré le groupe solo de Ozzy Osbourne, et c'est là qu'il a vraiment explosé au niveau de notoriété, je dirais. Donc voilà son premier groupe. Honnêtement, quand on a vécu les années 80, Quiet Riot a été un moment énorme. Ils se sont fait connaître avec une reprise de Slade qui était Come on Feel the Noise. Ils ont joué au US Festival devant 300 000 personnes quand même. Quiet Riot était franchement un groupe énorme. Voilà. Et donc voilà, le nom du morceau, je ne sais plus. C'était Mama's Little Angels. Voilà. Donc c'était les débuts de Quiet Riot qui étaient quand même encore très glam à ce moment-là. Un peu cringe comme morceau, comme on dirait, là-bas, aux États-Unis. Mais même après, Quiet Riot a toujours suivi, on les appelait un peu le nouveau Slade. Slade qui est quand même un des piliers du mouvement du glam rock. Le vrai mouvement glam, c'est-à-dire celui de Sweet,
Slade, qu'est-ce qu'il y avait encore, Mud, T-Rex. Bon, le glam, beaucoup voient ça comme Motley Crue et compagnie, mais non, le glam, c'est vraiment un truc anglais des années 70. Donc, Quiet Riot. Allez. Alors, c'est du glam. petites infos sur les Stones. Donc, les Stones, le groupe s'est bien créé en 62, mais en 77, c'était les 10 ans de Rolling Stone, le magazine, et non pas le groupe. Ah, c'est moi qui ai tout lu pas comme il fallait. Pardon, Ouais. autant pour moi. Je suis confus. Oups. Ils avaient 15 ans d'existence, c'est encore pire quelque part. Plus ou moins. Moi, je vis ça de manière, c'est encore pire. Hein, mais Oui, c'est un petit peu ça qui me semble aussi. J'avais comment. Oui. En Angleterre, il y avait un mec qui a eu un numéro 1, un morceau appelé Don't Give Up, qui s'appelait David Soul. Et David Soul a été plus connu après sous le rôle de Hutch. Ah, oh. Voilà. Hutch, donc du feuilleton Starsky and Hutch. Le mec a fait quelques albums et il a été numéro 1 en Angleterre. Voilà. Moi, sinon, au niveau toujours musical, au niveau des sorties musicales, donc tu parlais de Slade qui a sorti un album cette année-là. Iggy Pop a aussi sorti 2 albums cette année-là, dont l'album Lust for Life. Il y a eu Status Quo qui a sorti un live. Il y a Kraftwerk qui sortait son 6e album en 1977. Judas Priest qui sortait son 3e album déjà aussi. On a parfois tendance à oublier qu'eux non plus ne sont pas des petits débutants. Il y a eu le 3e album d'Alice Cooper, Supertramp qui a sorti un album cette année-là. Les membres de Who qui sortaient leur projet solo également, ici et là. Il y a eu Ted Nugent qui a sorti le Cat Scratch Fever, que tout le monde connaît, on ne présente plus non plus. Le mec qui a toujours nié le Covid, donc Ted Nugent, et pour l'instant, il s'est bien chopé le Covid et il est très malade actuellement. Mais on connaît son album, mais pour moi, le mec est un gros con. Et il est devenu pas forcément bien. Pendant très longtemps, Ted Nugent, moi je l'avais vu en première partie de Judas Priest à Forêt en 84. Ted Nugent a été, on va dire, très respectable pendant longtemps, et puis après, il a d'abord switché avec la défense de la chasse. Il avait même ouvert un restaurant où on ne servait que de la viande, où il fallait protéger les salades. Et puis après, bon, il est parti dans son côté complètement NRA et hyper droite américaine. Ouais, pas que ça aussi. Il y a ses albums avec histoire. Boy Duke, c'est ses solos. Il n'a pas été accusé de pédophilie, mais c'est pas loin, quoi. Il a quand même. Ah, ça, je ne savais pas, le côté pédophilie. En fait, il y a une histoire, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais en gros, il a proposé aux parents d'une fille avec qui il voulait avoir des relations, qui avait genre 17 ans, il a proposé de devenir son tuteur, en fait. Oui, bien sûr. Il faut aller voir en ligne, c'est documenté, mais c'est vrai. Enfin, c'est assez surprenant qu'aux États-Unis, où ils sont justement ultra à cheval sur ce genre de truc-là, le mec continue à se promener relativement librement et un suivi assez correct. Elle avait 17 ans, ce qui dans le white trash en général met l'âge plus ou moins au 2e, voire au 3e enfant. Sorry, mais le white trash, c'est un peu ça. Et puis bon, Claude François ne cachait pas non plus son côté, je vais dire, à 17 ans, bon, la majorité sexuelle est à 16, je pense. Ouais, Elvis pareil. Hein. Voilà. Elvis aussi, hein, il aimait les très jeunes. Chuck Berry dans aussi. le cas de Claude François, je vais le défendre quand même parce que c'est mon générique, il a eu un vrai coup de foudre. Toi, tu fais comme Brandt, tu prends la fenêtre. Eh ben, on se marre ce soir. Hein, bonne envie. Toujours. Le petit mot, le petit blague, le petit mot drôle, c'est quelque chose qu'on a l'habitude ici. Sans aucune défense, je conchis surtout Ted Nugent pour certains de ses avis politiques sur le port d'armes et compagnie. Maintenant, une nana de 17 ans, je vais dire dans les années 70, avec la majorité sexuelle, je pense à 16-17. Ouais, mais
Ça, c'est une chose. Par exemple, quand j'entends Jerry Lee Lewis qui s'est marié avec sa cousine de 16 ou 17 ans. 14. Ah, est-ce qu'on peut parler d'autre chose, s'il vous plaît? Ça me met extrêmement mal à l'aise. Ça me met pas à l'aise. Excessivement mal à l'aise. J'ai l'impression d'avoir... C'est vendredi, les gars. Hein. C'est pas la corde qu'on doit sortir. C'est normalement notre gueule. Hein. Je dis ça, je dis rien. Eh ben, santé. Je bois un petit verre de rouge. Moi, je vis bien ma vie. On va arrêter avec ça. Et en 1977, que faisait Gary Glitter, donc? Oh là là, non, 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 non. Arrête. Ça, c'est... Tu vois, il y a une ligne et on met la ligne. Et Fab, il aime bien mettre... Jackson 5 sortait un album en 1977. Merci Marie. J'ai même pas un chat à montrer pour faire genre transition. Mais c'est vrai que tu parles des Jacksons, ils sortaient leur 12e album. Hein, leur 12e? Ah, chaud. Oui, bon, à mon avis, c'était pas le 12e de Michael, à mon avis. Mais, Ouais, non, mais chaud, franchement. Il y a eu quoi d'autre? Donc j'ai parlé de l'album de Kiss. Bob Marley sortait l'album Exodus. Hawkwind essayait de rebondir, enfin il rebondissait après s'être séparé de Lemmy, qui a par après fait leur première partie sur la tournée suivante, puisque Lemmy venait de fonder Motorhead et a sorti l'album éponyme Motorhead en 1977. Voilà. Papa. Ah. Pantoufle. Motorhead. C'est bien parce qu'il a un truc à montrer pour chaque truc. Mais oui, quand il montre son cinquième mollet, il faudra se poser des questions. Hein. Si on parle de Disney, je peux montrer ma cuisse, mais voilà. Non, moi j'ai que des bêtes mortes, donc... J'allais dire après, c'est ça. C'est plus compliqué. Eh bien, écoute, sortait I Feel Love. On voit ça un peu dans les news. Qui a été un énorme succès aussi. Et si tu veux parler de Disney, eh bien oui, l'attraction Space Mountain a été inaugurée. C'est mon attraction préférée de tous les temps. Il faut savoir que j'ai été abonnée à Disneyland Paris pendant presque 3 ans. Parce que j'adore Disney. Et combien de fois y es-tu allé? Parce que tu as l'abonnement, mais si tu es allé 2 fois en 3 ans... Non, en 3 ans, j'y suis allée tous les mois, dont je suis presque restée une semaine, une fois. Et du coup... Arthur, si tu es toujours là... Mais je vois pas... Ah oui, c'est Goofy et c'est... C'est Goofy. Attends. Et il écrit en dessous de lui, il a un pied de biche. Et en dessous, il écrit une bonne bagarre. Le pied de biche, pour celles et ceux qui savent, c'est un hommage à Thierry Tillière. C'est un hommage à Thierry Tillière, patron de la Porte Noire et de la Porte Noire. Et du coup, ah ouais, non, mais le Motorhead de Fab, c'est pas pour déconner. Hein. Si vous me laissez 2-3 minutes, je vais vite me dessiner un truc quelque part sur le corps. Et... Oui, moi aussi. Il n'y a pas de problème. En 77, ouvrait un des clubs les plus célèbres de New York aussi. Je ne sais pas si tu avais ça dans tes news. Non. Le Studio 54 ouvrait en 77. Oui, le Studio 54, très très important, un monument de la culture queer d'ailleurs. Disco, ouais, c'est le temple de la disco à New York en fait. Temple de la disco, mais du coup la disco étant un truc très important dans la culture queer, c'est resté beaucoup. Enfin, c'est pour ça que je le connais moi. Du coup, est-ce qu'il y a des véganes qui sont dans la culture cuir? Non, ils peuvent pas, vu qu'ils un petit peu. Tu peux avoir du cuir de végétal, hein. Et aussi. Pas cuir. On parle de quel cuir là, parce que je commence à tout mélanger. La culture queer, quand moi j'en parle de manière sérieuse, c'est cuir avec 2 E. Non, mais et après Fab fait du troll parce que. Avec le cuir. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Tan n'est pas là ce soir. Et puis, oui, c'est ça, je me suis dit, on a raté quelque chose là. Il y a eu un méga hit. C'est le 2e hit sur un bordel, en fait, cette année-là. Il y a 3 chansons, enfin, hyper connues qui parlent de bordel. C'est peut-être même le 3e. La première, c'était The House of the Rising Sun des Animals. Donc, on parlait d'un bordel. Le 2e, ça a été La Grange de ZZ Top. Ah oui. Et le 3e, qui est sorti cette année-là, qui était le slow crapuleux par excellence des années 70, c'est Hotel California, en fait. Voilà. Je venais de le trouver. Voilà. Bah oui, sinon au niveau des artistes, t'as cité plein d'artistes qui avaient sorti des albums cette année-là, Thin Lizzy, Rush, Tom Waits, les Talking Heads.
Ouais, il y en a plein. Johnny Thunders and Heartbreakers. Il y a eu Kansas. C'était l'année où les musiciens devaient sortir un album par an. Il faut aussi se remettre un peu dans le truc. On était dans l'âge d'or de la vente du vinyle. C'était vraiment ça qui tournait. Et on n'avait pas les tournées ni les facilités qu'il y avait maintenant. C'était surtout les gros groupes américains qui pouvaient tourner ici. C'était pas la facilité qu'il y a maintenant pour des groupes européens de jouer là-bas ou vice-versa. Donc, c'était vraiment, chaque groupe se devait, ou alors ils avaient franchement des emmerdes avec leur maison de disques de sortir un album par an. Ça, c'était obligatoire dans les années 70. Oui, mais on voit que c'est vrai que la plupart des groupes de ces années-là sortaient des albums au moins un par an, ou quand on voit des Elton John ou des Queen ou quoi qui enchaînaient les albums et qui... Ouais. C'est comme ça que Elton John s'est retrouvé à un moment donné avec, je sais plus, 3 ou 4 singles classés simultanément dans les charts parce que ça sortait tout le temps. Un autre album qui est dans les records des albums les mieux vendus, c'est le Bat Out of Hell de Meat Loaf qui est sorti en 1977. Et Jim Steinman est mort cette semaine, en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah, j'ai pas vu passer ça. Jim Steinman, qui est le big producteur de Meat Loaf, je vais quand même vérifier. Jim Steinman. C'est lui en tout cas qui est à l'origine de l'album Bat Out of Hell. Ouais. Voilà, il est mort le 19 avril. Ah bah voilà. Donc comme ça. Un acteur qui avait vraiment le nez, enfin ce qu'il a fait était assez énorme avec Meat Loaf. Il a fait d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il a produit? Meat Loaf, Bonnie Tyler, Céline Dion, Air, Barbara Streisand, Cher, Todd Rundgren, Billy Squier, Barry Manilow, c'est Sisters of Mercy dont on parlait tantôt. Donc le mec il a vraiment touché à tout. Et sinon, ce qui est marrant aussi, c'est de voir les groupes qui ont commencé en 1977. Donc, il y avait les Bad Brains, il y avait les Buggles, Video Kill de Radio Star. Le nom est passé sur le chat, Dominique en parlait, c'est Crass qui est sorti, qui s'est formé en 1977. C'est les mecs de Yes, les Buggles à la base. Il y a eu plusieurs personnes. Il y a, en fait, si tu regardes le clip de Video Kill de Radio Star, il y a Hans Zimmer qui joue du clavier dans le clip. Oui, ok. Super. Excellent. Il faut le savoir. C'est assez flashant. Si tu regardes vraiment, le mec qui est tout dans le fond qui joue du clavier, c'est Hans Zimmer. Morceau fabuleux. Il y a eu Def Leppard qui s'est formé en 77. Pardon? Ringo, le chanteur français qui était le mari de Sheila, avait repris ce morceau dessous, mais qui est donc ce grand corbeau noir. Mais qui est donc ce grand corbeau noir? Mais qui est donc ce grand corbeau noir? Je l'adore, je l'aime, mais un peu, c'est du hate love, tu vois, c'est j'aime, mais je veux pas. C'est parce que tu n'as pas vécu cette époque-là. Je t'assure que quand tu as vécu cette époque-là, c'est du hate tout seul. Le mec qui fait semblant de jouer de la guitare alors qu'il n'y a pas de guitare dans le morceau. Ah oui, mais dis, quand tu revois le clip à l'heure actuelle, c'est un truc de fou. Ça se pisser dessus de rire. C'est tellement. Peut-être que plus tard dans l'émission, on le repassera ce soir parce que. Ça vaut la peine. Oui. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Quoi. Vraiment, écoute le morceau, il n'y a pas de guitare et tu vois le mec en train de jouer de la guitare. En train mais de faire oui, mais c'est ça qui est incroyable. Il y croit, et il y en a peu qui y croient autant que lui, et je trouve qu'il y a des gens qui jouent de la guitare qui y croient moins que lui, et lui, il le fait jusqu'au bout. Et ce mec comme ça qui passe sur le bloc, c'est incroyable. Il y a un jeu d'acteur incroyable. Ça, c'est le prof de théâtre qui essaye de chercher tous les bons trucs chez des élèves, tu vois, et qui essaye de mettre du positif sur tout. Oli, je propose qu'on passe ton troisième morceau parce que comme ça, on pourra aussi enchaîner avec le morceau des chroniqueurs et des invités. Est-ce qu'on laisserait Marie aller dormir aussi parce que c'est son heure là, non? Je t'aime, Je vous avoue que moi aussi, je commence un peu à piquer du nez. Moi aussi, je ne vais pas tarder. Je me sens moins seule. Bon, on les passera plus tard, mais vous allez toutes les deux nous parler
du morceau que vous avez choisi. Après, on écoutera celui d'Oli. Mais pourquoi vous avez choisi ces morceaux-là? Dominique, quel morceau tu as choisi? Mais moi, j'ai un peu triché parce qu'en fait, Crass a été fondé en 1977, mais le premier album n'est sorti qu'en 78. Voilà. Alors, on peut dire que peut-être que ça a été composé déjà en 77, mais voilà. Mais bon, voilà, la création de Crass, c'est quand même c'est un très, très grand événement dans l'histoire du punk et du DIY. Parce qu'on a parlé des Pistols, on a parlé des Clash, mais c'est pas des vrais punks, quoi. Ils sont pas activistes. Et quand tu vois l'héritage de Crass, c'est incroyable. J'ai rencontré des gens qui disaient ils ont complètement influencé ma vision du monde, ma vision politique, ils m'ont donné une identité. Donc voilà, c'est vraiment un groupe vraiment. Et le punk, c'est politique. Travaille dans féministe. Où on applique la sociocratie 3.0, comme on appelle ça, le S3. Et on retrouve en fait plein de choses qui étaient dans ce côté DIY, à la base même crust. Ce côté crust, ça a été Crass qui a été un des premiers, ça a complètement changé après. Mais je veux dire, la plupart des groupes punk 77, qu'on va dire, ces mecs ont tous viré vers d'autres musiques après parce que ça a suivi la mode. Comme énormément de punk à Bruxelles qui se revendiquent true punk de 77. Moi, j'étais là en 77, mais qui en 78 écoutaient tous de la new wave. Alors que je pense que le vrai punk est arrivé après, une fois que c'était plus la mode. Crass s'est pointé alors que le punk n'était plus à la mode, tout comme les UK Subs et tout ça. Et je trouve que ça mérite beaucoup plus le respect que les mecs qui ont surfé sur la vague punk anglaise. Comme disait je ne sais plus qui, après l'émission de Ted Grundy, la fameuse émission où les Pistols ont foutu le scandale, l'Angleterre s'est réveillée avec 1 million de punks. Putain. Ouais. Ouais, mais après, il ne faut pas cracher sur le fait que, voilà, c'est… non, non, je sais, non, c'est pas cracher le mot que je cherche, mais acceptons toutes les personnes qui arrivent dans le punk, peu importe quel soit leur vecteur, tant qu'elles partagent nos idéaux, en fait. Et c'est pas comment t'y arriver, mais c'est plutôt comment tu le véhicules. Là, les idéaux, c'était que les gros labels et compagnie. Faut pas l'oublier, en 77. C'est Crass Crass a fondé son propre label, si je me souviens bien. Oui. Ouais. Vraiment, tout ce qui est encore aujourd'hui en cours au niveau du punk, du hardcore, vraiment de l'hyper alternatif, c'est Crass qui l'a commencé. Ah, tout à fait, mais ça, je comprends. Ils faisaient aucun bénéfice. Dès qu'ils avaient de l'argent, ils allaient imprimer des posters qu'ils allaient placarder. La culture squat, la culture militante, c'est Crass. Ah ben, c'est ça. Et ils sont jamais fait récupérer aussi. Ça, c'est chapeau, quoi. Ça, c'est chouette parce que c'est très, très rare. Je serais curieux de les voir à la baie, honnêtement. J'espère que ce concert va pouvoir avoir lieu. Parce que en ayant vécu les années 80, j'ai jamais vu Crass de ma vie. Donc, il n'y aura que Steve, hein. Il n'y a que Steve Ignorant, il n'y a que le chanteur. Mais bon. Écoute, après, c'est lui qui est allé chercher Penny Rimbaud pour dire, voilà, il se passe quelque chose, fondons un groupe. Donc, voilà, il a un rôle très important. Et Marie, toi, ce que tu avais choisi, c'était? Au départ, j'avais envie d'Iggy Pop, mais apparemment, j'ai été pas assez rapide. T'as été coiffée au poteau, pardon. Ouais, apparemment, oui. Du coup, entre deux tâches, je me suis dit, merde, je suis pas prête. Et en fait, c'est venu un peu comme une évidence. C'était White Riot, parce que je pensais à Tony Hawk. Du coup, je me suis souvenu que c'était la bonne année, en fait. Et quoi? Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, ça représente bien l'esprit de l'association. C'est quand même cet appel à l'alliance. J'aimais bien l'histoire de la chanson, même si je suis pas une spécialiste. Je me souvenais quand même de deux trois trucs sur le carnaval, sur d'où ça venait de l'année d'avant, sur la portée de la chanson l'année d'après. Donc, du coup, je trouvais que c'était un choix intéressant qui mettait un peu le côté lutte qui est très actuel en avant. J'aimais bien cet appel au rassemblement comme ça, c'était décharge électrique. Et puis franchement, d'un point de vue guitare, le morceau il est plutôt bon, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent les Clash, principalement parce qu'ils ont fait après, le premier album des Clash est franchement un bijou.
du punk. Il y aura 2 morceaux de cet album parce que le choix de Tan, il n'était pas avec nous ce soir, mais son choix c'était Police and Thieves, aussi du même album. Et je suis content que tu aies choisi White Riot, le morceau, donc, parce que pour moi c'est probablement ça et Career Opportunity, ça sont peut-être mes 2 morceaux préférés des Clash. Et peut-être Guns of Brighton. Voilà. Donc. Bah oui. Du coup, je vais passer pour un gland avec mon morceau, moi. Ah non, il n'a absolument aucune portée politique ou rien du tout. C'est justement plutôt du rock un peu feel good. On a parlé d'Aerosmith tantôt. Eh bien, on va écouter un morceau qu'ils ont sorti cette année-là. Ils ont sorti leur 4e album, Draw the Line. Et on va écouter le morceau titre, qui est un excellent morceau. On a tendance à résumer un petit peu Aerosmith à la 2e partie de leur carrière quand ils sont reformés, alors qu'ils ont quand même pas mal de trucs avant, assez différents. On appelle ça les ing, crying, dying, je sais plus quoi, tout leur slow à la. Amazing. Ouais. Alors qu'Aerosmith dans les années 70 est un putain de groupe de rock, quoi. Faut pas l'oublier. Et là c'est la version live en plus, donc on les voit vraiment sur scène dans leur élément. Dominique et Marie, je ne sais pas si vous serez encore, si vous restez avec nous après le morceau ou si. Non, moi je vais vous dire au revoir directement parce que vous savez bien que je suis une couche tôt et donc j'ai des yeux qui piquent. Donc je vais pas y arriver, je vais tomber dans mon ginto, ça va pas bien se passer. Donc je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à tout bientôt. Oui, moi aussi je vais vous laisser. C'était vraiment cool, merci pour l'invitation. Merci Marie, merci Dom, ça a fait vraiment plaisir de revoir Marie et de rencontrer Dominique. Et Jean-Claude. On va bientôt se revoir en vrai avec de la musique. Oui, avec grand plaisir. Bonne nuit, hein, merci. Ouais. Okay. Bonne nuit, merci beaucoup. Bisous. Bisous et bonne musique. Draw the Line. Voilà. Alors, où est-ce que je l'ai? Ah, zut. J'essaie de faire la belle transition. Ah, voilà, il est là. Ça coupe un peu net, hein, il faut être prêt. Oui, c'est ça. Je me suis dit, oula. C'est pas les grandes années d'Aerosmith, mais ce morceau est quand même vachement bien, quoi. Et moi, il n'y a rien à faire, on peut dire ce qu'on veut d'Aerosmith. Pour moi, Steven Tyler reste un grand chanteur. Quand tu l'entends encore même maintenant, quand il est dans les cérémonies, tu le vois sur scène, à je sais pas quoi, je sais pas quel awards, il arrive sur scène, il te chante un truc, et tu fais waouh. Quand tu vois le gars, peu importe, à travers les années, il a toujours une voix fabuleuse, mais quand tu vois ce qu'il fait, continue à faire maintenant, il continue à monter, il a toujours de la puissance, il a toujours... Tu fais... Je les ai vus 3 ou 4 fois, Forêt aussi, festival, et honnêtement, le mec live, il est quand même... quand tu l'entends chanter un Dream On en live, tu l'oublies pas, quoi. C'est clair. C'est un putain de chanteur, quoi. Voilà. Moi, ça a été mon 2e gros concert en live. Ils sont passés au Flanders Expo pour la tournée Nine Lives. Et mon petit moment qui me fait plaisir, c'est dans le live qu'ils ont sorti par après. Ils ont sorti un double live, A Little South of Sanity. Quand tu ouvres le CD, il y a un tableau avec un recueil de pochettes et de trucs et de machins. Et il y a un ticket de concert, et c'est le ticket de concert du Flanders Expo que j'ai chez moi. Et je fais... Ah, ça c'est vraiment cute comme anecdote. Et sur le ticket, il y a un chat. Oui, les chats, c'est le mieux. Où sont les miens? Je ne sais pas où sont. Il avait joué à Forêt avec Steve Vai en première partie. Et le chanteur de Steve Vai à l'époque, c'était Devin Townsend. Ouais, sur l'album Sex and Religion. Et ça avait été à chier, quoi, Devin Townsend. Il n'avait rien à faire chez Steve Vai. Par contre, Aerosmith avait bien assuré. Le côté décalé entre Devin Townsend et Steve Vai n'a jamais été aussi probant que sur une interview qui était passée, à mon avis, sur MTV ou un truc du style. Donc, on est en train d'interviewer Steve Vai sur son dernier album. Il y a Devin Townsend qui est à côté, qui n'a pas grand-chose à dire et qui, du coup, commence à faire le con. Et à un moment donné, il passe derrière Steve Vai, mais je sais pas ce qu'il a foutu. Il a genre ses mains dans son short qui est remonté jusqu'à son nombril. Et il passe en faisant une espèce de danse du crabe à l'arrière-plan. Tu fais ouais. Et t'as Steve Vai qui est en train de répondre le plus sérieusement du monde. Et tu vois Devin Townsend qui passe à l'arrière. Et c'est vrai, c'est un moment mais complètement surréaliste, quoi. Et quand tu vois ça, tu te dis que ça ne pouvait
que finir rapidement. C'est quand t'as le mec qui vient d'arriver dans le groupe et qui se fout ouvertement de la gueule de son boss à la télé, tu fais... Ouais, ça, quoi. 2 super musicos, mais qui n'étaient pas faits pour jouer ensemble, honnêtement. Et pourtant, Steve Vai ne lui en a jamais voulu, parce que par après, sur les lives de Devin Townsend, il est déjà intervenu aussi. Donc, c'est bien, il n'est pas rancunier. Voilà, c'est comme tous les couples. Tu sais, parfois, un couple ne marche pas, c'est pas pour ça que tu dois faire la gueule à l'autre. Ouais, non, c'est ça. C'est juste, ça fonctionne pas dans un truc... Steve Vai avait pas mal d'autres trucs aussi. Bon, Steve Vai a joué avec Zappa, donc il devait comprendre les gens un peu bizarres. Voilà. Bon, on va revenir un peu à ta rubrique. Qu'est-ce qu'il y a encore en 77 Moi, j'avais encore, donc, au niveau des groupes qui se sont formés cette année-là, il y avait Def Leppard, Dire Straits, Discharge. Oh, Discharge, très bien. Ouais. Je les prends par ordre alphabétique. Ils n'ont sorti leur premier album que dans les années 80, Discharge, mais ils sont formés en 77. Il y a eu Fear aussi, les Germs, In Excess. Oh, les Germs. La semaine passée, en 85, on parlait de... Pardon? Tu as dit In Excess? Ouais. Ah, en 77. Ouais. À nouveau, c'est ce que j'ai trouvé en ligne. Ben non, apparemment non. Et sinon, la semaine passée, en 85, on a parlé des Kids qui s'étaient séparés en 85. Ils se sont formés en 1977 également. Et tout comme il y avait un autre groupe qui était dans le même cas, et je ne sais plus qui c'est, mais enfin bon, c'est pas grave. Il y a eu aussi les Misfits qui se sont formés en 77 avec les Plasmatiques. Bonne année. Ouais. Les Plasmatiques. La vague anglaise du. Enfin, ce qui est comique, c'est que la musique a toujours été, pour moi, une partie de ping-pong entre les États-Unis et l'Angleterre. Et le punk est né aux États-Unis, mais il a vécu sa popularité avec la vague anglaise, comme McLaren et compagnie. Parce que bon, les Ramones, il a fallu que le groupe se sépare et qu'ils meurent pour qu'ils deviennent un peu cultes aux États-Unis. Quand moi j'y étais, les Ramones jouaient encore des petites salles. Alors qu'ici, ils faisaient Rockwerter, ils faisaient l'ancienne Belgique et ce genre de choses. Et en fait, ce qui est comique, c'est le punk est parti. C'est McLaren qui l'a ramené à Londres, avec les Ramones, ce genre de choses. Et ça rebondit en Angleterre avec, comme tu disais, tantôt les Damned, les Clash et toute cette vague. Et aux États-Unis, ça a donné cette deuxième vague punk américaine où ils ne sont pas sortis en 77, mais les groupes se sont créés en 77. Tu parlais de Bad Brains, tu as parlé de Fear, tu as parlé des Misfits. Et ça, c'est vraiment... Et ça a toujours été ce ping-pong entre les États-Unis et l'Angleterre. Discharge, qui, quand il est arrivé aux États-Unis, a influencé, parce qu'ils sont arrivés principalement dans les années 80. Et dans les années 80, il y avait la New Wave of British Heavy Metal avec les Maiden, Priest et tout ça. Et le côté Discharge, plus le début du hardcore aux États-Unis, et c'est ça qui a donné naissance au thrash metal. Et ça a toujours été vraiment cette partie de ping-pong entre les deux côtés. Et ça, c'est comique, les débats sur l'Angleterre, les États-Unis, l'Angleterre, les États-Unis. Voilà. Je te rends la parole. Merci, très cher. Non, voilà, au niveau des autres groupes, il y a eu le groupe Samson qui s'est créé en 77, donc avec Bruce Dickinson au chant. Saxon, Samson et Saxon, c'est presque la même chose. Ça fait. Saxon, c'est 77 la création. Oui. Ah tiens, je crois que c'était plus vieux. Non. Bah, non. Mais enfin, c'est vrai, quand on les compare à Judas Priest, on pourrait se dire qu'ils sont apparus à peu près au même moment, mais voilà, il y a eu quand même un an ou deux. C'est aussi l'année où Toto... arrivé au sommet, hein, directement. C'est un des premiers groupes de la New Wave of British Heavy Metal. Bien avant les Maiden et tout ça, Saxon était important, quoi. Saxon. Non, tout à fait, c'était le début des années 80 et Judas Priest avait déjà sorti des albums à ce moment-là, donc... 73, 74, Judas Priest, je pense. Oh, oui, j'aurais du mal à te le dire, ça... Mais oui, c'était de toute façon avant, puisque cette année-là, ils ont sorti leur 3e album, donc ça, c'est certain. Et il y avait aussi donc Toto et Trust qui se sont formés cette année-là. Oh là là, Toto et Trust, mais ouais, vraiment une bonne année, quoi. Judas Priest, la formation, c'est 69.
Ouf. Ah, si vieux que ça, j'aurais pas dit ça quand même. Hein. Avec les membres d'origine, ou il y a eu, ils ont commencé avec. L'origine, 69. Bon, pas mal de batteurs différents. Et quand tu penses que cette année, t'as Rob Halford qui a posté des photos de son cul. Oui, j'ai vu, et ça, c'était incroyable. C'était Al Atkins, c'était un autre chanteur dans Priest. Voilà. Et je crois que leur premier album, c'est 71. Si je vois bien. Et sinon, au niveau musical, moi, c'est à peu près tout ce que j'avais, je pense. Il y a eu 2-3 petites anecdotes. J'ai pas trouvé beaucoup d'événements vraiment ultra intéressants. Il y a eu par exemple de la neige qui est tombée à Miami. Et c'est la seule fois de l'histoire où il a neigé à Miami. C'était en 1977. Ce qui est assez impressionnant. C'est une chanson de Mort Schumann, ça. Il a neigé à Miami. Ouais. Effectivement. Halford est arrivé dans Priest en 72, en fait. Ah, 72, voilà. Ouais, ça, c'est plus... Enfin bon, tu vas me dire, 3 ans près, quand on parle d'un truc de début des années 70, bon. Ouais, c'est ça. C'est respect quand même. De toute façon, quand on entend ce qu'ils font toujours, waouh, quoi. Et pour après aller sur tous les morceaux des chroniqueurs, je proposerais que tu nous parles de ton 3e morceau. Tu pourras donner... je pense que tu as encore peut-être d'autres news, les news non musicales. Tu en as toujours quelques-unes, on pourra les donner après. Ton 3e morceau est, parce que en général, chaque chroniqueur a 3 morceaux ou 3 vidéos. Donc, la 3e vidéo d'Oli, ça sera. Bah, je crois que j'ai déjà passé mes 3 morceaux, mais à mon avis, tu veux qu'on passe le Annie Cordy? Le Tunisie, on l'a déjà passé. Ah, Tunisie, c'était Saïd. Ah, c'était Saïd, c'est juste. Ouais. Bah, on y viendra après. Enfin, non, on va pouvoir peut-être le passer maintenant. On peut en parler. Je ne sais plus c'était quel album je l'avais noté. L'album Bad Reputation, qui est sorti en 77. Thin Lizzy, qui est un peu une révolution dans ce rock anglais, parce que le chanteur était, bon, il n'était pas black, c'était un métis irlandais, donc Phil Lynott, un peu un sosie de Jimi Hendrix, parce qu'il avait même été vu pour compter faire un film sur Hendrix dans les années 80, et ils avaient pensé à Phil Lynott pour interpréter le rôle. Bon, Phil Lynott est mort en février 84, non, le 4 janvier 84. Voilà, ça me revient. Et c'était dans ce milieu rock qu'il y avait malheureusement très peu. Il a fallu vraiment les Bad Brains et le côté un peu plus soul rock, le côté fusion, pour avoir des blagues dans ce milieu du rock, alors qu'à la base, c'est quand même le rock et à 80% black. Voilà. Donc, Phil Lynott, un personnage hyper important, je trouve, dans la musique. On pourrait dire hard rock, on ne pouvait pas encore vraiment parler de heavy metal à l'époque, je pense. Non, c'était tout à fait du hard rock, mais moi, ce qui me choque surtout avec Thin Lizzy, c'est que c'est un groupe qui fait quasiment l'unanimité, quoi. Il y a souvent des groupes où il y a des gens qui disent « Ah, celui-là, il est bien, mais ouais, et puis t'as la moitié qui les conchit. » Mais Thin Lizzy, je pense pas avoir jamais rencontré quelqu'un qui dit « Oh non, Thin Lizzy, oh, non, quoi. » Non, vrai, jamais. Je suis d'accord. Ça a été une usine à guitaristes, Thin Lizzy. Il y a eu Gary Moore au début, donc Gary Moore qui a eu une super carrière après en solo, d'abord du hard rock, après du blues. Tu as eu des gars comme John Sykes qui se sont retrouvés dans le fameux Whitesnake 87 qui viennent de chez eux, Scott Gorham, vraiment, il y a des gars qui se sont retrouvés dans des très gros trucs après, qui étaient dans Thin Lizzy, qui n'étaient pas anglais mais bien irlandais. Et si vous écoutez les vieux Thin Lizzy, beaucoup sont épatés de tout ce qui était Celtic Punk à un moment, Celtic Rock. On ressent déjà cette influence hyper celtique dans Thin Lizzy. C'est les premiers à avoir popularisé Whiskey in a Jar que Metallica a repris après. Donc vraiment ce côté Irish Roots. Il y a un morceau qui s'appelle Emerald, je ne sais pas si tu vois lequel, où ce solo de guitare, les parties,
c'est vraiment ce que tu as pu retrouver plus tard dans des groupes comme Dropkick Murphy ou même Halestrom. Ah ouais. Tout ce côté. Moi, j'avais Flogging Molly en tête. Donc tu vois, Flogging Molly, dont le chanteur jouait dans un groupe de heavy metal dans les années 80, c'était Fastway. Ouais. Voilà. Fastway, le groupe de Pete Wade, bassiste de UFO. Voilà. Bon, je vais arrêter de faire mon encyclopédie. Et, on va écouter ça. Je vais lancer le morceau de Thin Lizzy, Bad Reputation, donc de l'album Bad Reputation. Toujours bien bon, Thin Lizzy. Toujours. J'ai été me chercher une bière parce que je vous ai montré tantôt ce que je buvais, la Lust for Life, et honnêtement, je ne l'ai pas terminée parce que je la trouve vraiment, vraiment pas terrible. Et comme on est toujours enregistré sur YouTube, je ne vais pas dire ce que je pense. Et la bière, elle m'a... Mais bon, la bière reste pour le goût, c'est clair. Bon, je ne vais pas accrocher sur ce... Voilà, c'est pas mon truc. Mais Lust for Life va... Enfin non, on va d'abord continuer avec Oli, mais ça nous lance sur notre prochain titre. Enfin, ça sera ça ou peut-être celui... On commencera par celui d'Elo. Celui d'Elo, ouais. Ça me semble plus logique. Voilà. Donc, en 1977, qui était champion de Belgique? Les questions. Ça dépend. Moi, déjà, si tu me parles de foot, ça va passer très, très loin au-dessus de moi. Moi, j'allais dire, franchement, je ne sais pas. Déjà parce que je suis née en 91, du coup, 77, pour moi, c'est loin derrière moi. Donc, je ne sais pas. Et que, ouais, le foot, je m'y intéresse depuis 4 ans, plus ou moins. Donc, je suis très nouveau là-dedans. Est-ce que tu es en train de chercher? J'étais justement en train de regarder. C'était pas celle-là. Ouais, et du coup, pour rebondir, je ne suis pas fan des produits de Brussels Beer Project. Je trouve que c'est une chouette brasserie. On les a visités. Je vends leurs produits avec aucun problème. Et je peux comprendre qu'on aime bien. Il n'y a pas de problème. Si tu me dis ce que tu aimes bien, je peux te diriger vers des produits de Brussels Beer Project. Moi, c'est vraiment pas mon truc. C'est jamais assez amer pour moi. C'est jamais assez houblonné et il y a trop de goût d'autres goûts que celui. Même la Babylone, je comprends le fait, tu vois, si tu me dis la Babylone, je fais ouais, bah, c'est super, il y a vraiment un projet derrière le fait de recréer un goût de pain et le fait que la bière était faite avec du pain fermenté au départ. Et donc oui, c'est hyper intéressant. Je trouve que derrière leur bière, il y a toujours un concept qui est super cool, que je peux t'expliquer pour chacune de leurs bières de départ. Mais moi, c'est pas la bière, c'est pas les bières vers lesquelles je vais parce que j'aime pas trop le goût de base. Pour moi, ça manque toujours de pétillant. Et ça manque toujours d'amertume, mais moi en même temps il faut que tu me prennes ma langue et que tu frottes le houblon dessus, et à ce moment-là je suis content. J'ai mangé des pelets directement de houblon et j'ai trouvé ça cool. C'est pas bon, c'est comme manger 12 chicons en même temps. C'est vraiment une amertume, mais où ta bouche elle fait mais, je vois très bien, ouais. Du coup, moi j'aime vraiment les trucs très très amers, et Brussels Beer Project, ça n'arrive jamais à venir me titiller là où ça me plaît. Mais après, ils ont des projets qui sont vraiment... La Dark Sister, par exemple, si tu as envie d'avoir une bière brune qui te fait plaisir, qui va être quand même douce, qui va pas te taper sur la gueule, parce que les bières brunes, généralement, tu vas en boire une et puis ça va te taper derrière la nuque et tu vas finir en PLS sur le sol du bar où tu es. Bah, la Dark Sister, tu peux en boire 2 et savoir comment tu t'appelles après. C'est doux, c'est une de mes préférées. Je suis très triste qu'il l'ait retirée. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'étais triste parce que c'était vraiment une que j'aimais bien. Il y avait une de leurs bières qu'ils avaient fait en événementiel qui était vachement bien, que j'avais testé en cuisine. C'était cool. C'était la Midnight quelque chose. C'était pas Midnight Spell. C'était genre à 10%. Attends, je cherche. BBT Meat.
Night. Quelque chose. Je ne la trouve pas parce qu'évidemment. Tu trouves en tapant Midnight quelque chose? Si je tape Brussels Beer Project Midnight quelque chose. Non, ma recherche pas. Google. C'est ça. Mais tu sais, attends, petit aparté, ma recherche Google, sur mon PC de boulot, vu que je travaille énormément sur le porno, je travaille avec les jeunes, hein, je suis dans une association de jeunesse et tout, comme je travaille beaucoup sur le porno, j'ai beaucoup de liens Pornhub sur mon PC de boulot dans mon historique. Beaucoup. Et c'est normal, personne ne me posera de questions. C'est ça qui est plus surprenant. Oui, c'est ça, c'est que personne ne me pose des questions et que même entre nous, on s'envoie des vidéos Pornhub en disant « Ah tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu veux qu'on parle de ça ?» Et c'est un truc normal. C'est un truc très normal. Eh bien, je ne sais plus. Mais c'était une bière qu'ils avaient sortie, comme ils en sortent assez régulièrement sur des thèmes, et c'était Midnight quelque chose. Et j'en avais fait des milkshakes avec des fondants au chocolat. C'était incroyable. Dans la cuisine, c'était vraiment incroyable. Une Dark Sister, je la mettrais dans mes carbonades, par exemple. Il n'y a pas de problème. Pour moi, le problème du Brussels Beer Project, c'est qu'ils en sortent tellement, c'est impossible de suivre tout ce qu'ils font. Et je trouve que celles qui gardent pour commercialiser, c'est pas forcément leur meilleur. Quand je vois, ils ont gardé la grosse Bertha, ils ont gardé leur bière sans alcool, la Picobello, je sais plus quoi. La Picobello, je la trouve dégueulasse, et ça, je suis d'accord de le dire sur YouTube, et ça va être diffusé. Non, les gars, c'est dégoûtant. Arrêtez de faire ça. Mais je comprends pas pourquoi celle-là, de l'aise. Alors qu'ils en ont sorti des tellement bonnes par le passé. Qui sont meilleures. Et même une Delta, pour moi, si je ne sais pas quoi boire et qu'il n'y a vraiment rien, je préfère boire une Delta que boire une Grimbergen, par exemple. Mais la Delta est très très bonne. C'est aussi une de leurs grandes. Voilà, en fait, la Dark Sister. J'avais créé, quand la Dark Sister est sortie, elle était sortie à la Porte Noire. C'était la release était à la Porte Noire. Et voilà l'affiche, vu qu'elle était à 6,66, que j'avais créée pour l'event. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. On s'était bien amusé. Et si tu te pointais habillé en noir, tu recevais la bière gratuite. Et ça, c'était bien. C'est vrai que dans le Rockstar, pour le moment, la Jungle Joy, par exemple, je l'aime pas du tout, mais parce que j'aime pas les bières fruitées. Mais je suis pas fan des bières fruitées non plus. Donc, et donc, c'est un peu compliqué. Je vois ce qu'ils ont. Il y en a, je sais même pas ce que c'est, quoi. Bon, 1977, on reparlera des bières plus tard, vu qu'on est encore en émission. Parce que là, il reste pas grand temps, je pense. Ouais. De toute façon, ça tombe bien, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas énormément d'événements qui m'ont, de ce que j'ai lu, qui m'ont sauté un petit peu au visage. Il y a eu des trucs un petit peu insolites. Bon, il y a eu la découverte, par exemple, des anneaux d'Uranus. Je ne savais pas qu'Uranus avait des anneaux, donc je l'ai découvert aujourd'hui. Comme quoi, l'humanité, c'est un perpétuel recommencement. Hein. C'est un petit peu Uranus, ça. Qui est quand même une planète qui est quand même vachement plus marrante en anglais qu'en français. Oui, le nom, oui. On ne compte plus le nombre de jeux de mots. Récemment, il y a Nanowar of Steel qui a fait un morceau, je ne sais plus quel est le titre du morceau, mais c'est un jeu de mots avec Uranus. Voilà. Cette année-là, il y a Led Zeppelin qui a établi un nouveau record du monde de rassemblement de foule avec 76 229 personnes qui ont assisté à leur concert au Pontiac Silverdome lors de leur tournée nord-américaine. Donc voilà. Groupe, ouais. Parce qu'autrement, le plus gros festival, c'est dans les années 70, c'était l'Atlanta Fest avec près de 500 000. Oui, mais là, il parle de... C'est dans une salle à l'intérieur, hein. C'est pas un festival ouvert. Waouh. Pas mal. D'un autre côté, les salles aux États-Unis, c'est toujours autre chose aussi, quoi. Tu vas voir un match là-bas, si tu vas voir un match de n'importe quel sport, sois sûr de la place que tu as. Parce que si tu vas voir un match à NBA aux places bon marché, prends tes jumelles avec. C'est clair. Donc, c'est pas comparable. En 77, j'ai vu que c'était la naissance de Shakira aussi. 77? T'es sérieux? Ouais. Ah, je croyais qu'elle était plus jeune que ça. Mais... Je suis en train de regarder les naissances en 77. J'ai jamais écœuré des choses amusantes, mais... 77. Pas vraiment. Je connais pas
Vas-y, Oli, continue. Sur le temps que je continue. Non, moi, une news qui m'a fait marrer, mais je ne connais. Enfin, il y a deux trucs qui m'ont fait marrer, mais je connais aucun des deux gars. Il y a un gars qui s'appelle George Willig qui a grimpé la tour sud du World Trade Center cette année-là. Je ne connais pas le type, donc grimpé. Grimpé. Genre, ok. J'ai pas les détails, c'est juste, voilà, il a grimpé la tour sud de World Trade Center. Je suppose que c'était à la force de ses petits bras musclés, parce que je ne vois pas trop pourquoi on en parlerait sinon. Ouais, c'est ça, j'allais dire, parce que sinon on n'aurait pas dit grimper, mais pas mal, pas mal. Et il y a aussi un gars qui s'appelait Roy Sullivan, qui a été foudroyé pour la 7e fois en 1960. Oui, lui je connais, parce que j'aime bien les news super chelous, et que du coup, oui, ça je savais. Je l'aurais pas sorti comme ça, genre dans un apéro, tu m'aurais demandé qu'est-ce qui se passait en 77, mais je sais qu'il y a un gars à qui c'est arrivé. Et ben voilà. Et pour la 7e fois en 77, c'était vraiment l'abonné au chiffre 7. Donc, ouais. Ces gens qui se font foudroyer plusieurs fois dans leur vie, ça me fascine. C'est aussi la mort de Groucho Marx. Ah. Ouais. Bing Crosby aussi. Bon, évidemment, je vois la bande de Skinner. Et c'était aussi la mort de Gary Gilmore. Je ne sais pas si vous connaissez Gary Gilmore. Ça me dit rien comme ça. Le nom me dit quelque chose, mais je suis incapable de dire qui c'est. Gary Gilmore était un meurtrier. Et ses organes ont été donnés après. Et ses yeux ont été greffés à quelqu'un. Enfin, ça, c'est pas les yeux qu'on greffe, c'est la rétine. La cornée. La cornée, peut-être, ont été greffés à quelqu'un. Et le groupe punk, les Adverts, avait fait une chanson « Look into the life, into the Gary Gilmore's eyes ». C'est-à-dire, regarder la vie à travers les yeux de Gary Gilmore. En fait, donc, la personne qui a eu ça voyait la vie à travers un peu les yeux d'un meurtrier. Voilà. Ah, ça doit venir de là, du coup, toute cette espèce de scène et si tu te faisais greffer des trucs, mais qu'en fait c'était les mains d'un assassin, tu vois, c'est un truc un peu. C'est un trope en tout cas que tu retrouves dans les séries, les dessins animés et qui arrive souvent. Ah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Alors, qui a été champion de Belgique, demande Gwen. Et comme Gwen le demande, il faut qu'on les dise. Attends. On va regarder ça. On va regarder ça. Et je comprends. Parce que Gwen disait Anderlecht. Moi, étant fils d'Anderlechtois, je ne peux que l'espérer. Mais... Anderlecht a gagné la Coupe de Belgique parce qu'ils ont été en 78 en Coupe des Coupes qu'ils ont gagné. C'était l'époque où des clubs belges gagnaient des Coupes d'Europe, en fait. Ah ouais. Et en 76-77, c'est le club Bruges qui a été champion. Voilà. Ah bah écoute. Ouais, après, on a presque été champion du monde. Hein. Je veux pas relancer ça avec Fab. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Premier, deuxième Anderlecht, troisième Standard et quatrième Molenbeek. Parce qu'à l'époque, Molenbeek avait encore un club qui marchait pas mal. Voilà. Donc, non, on parlait de la neige à Miami et il y a eu un record de chaleur en Grèce, 48 degrés quand même. Ouh, ça fait mal ça. 48, c'était pas mal chaud. C'était pas mal chaud. En Belgique, c'était l'été 76 qui était le record. Ça, je m'en souviens, j'étais gamin. Et c'est toujours resté dans les mémoires jusqu'à ces dernières années, parce que ces dernières années, ça a quand même fait aussi... je ne suis pas certain que 76 n'a pas été battu. Ouais, parce que là, l'été passé, par exemple, il a quand même fait très, 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 très chaud. Hein. C'était un peu... Ouais. Oui, il reste 2 minutes. Donc, je ne sais pas si tu as encore des news, parce que ce qu'on va faire... On va couper. L'enregistrement va se couper après 4 heures, mais si les news sont finies, on ne va pas couper, on ne va pas revenir après, parce que ce qui va se dire, ce qui sera après ne sera donc pas sur les liens qu'on mettra sur YouTube. Ça passera en live, et si on dit des conneries, c'est maintenant de les entendre, parce que ça ne sera pas après donc sur le truc. Je pense que ta séquence, tu as plus ou moins fait toutes les news. Il en reste une importante quand même, 77, le premier Star Wars. Ah oui, incroyable, tout à fait excellent et tout à fait nécessaire. Merci. Toute ma vie, toute mon enfance et mon adolescence. Merci. Et la dernière exécution par guillotine en France. Voilà. C'est vrai.
C'est vrai aussi. Pas Christian Ranucci? Non, c'était Hamida Djandoubi. Ah. Parce que ça a été… en fait, la peine de mort a été abolie en France beaucoup à cause de l'histoire de Christian Ranucci, la fameuse histoire du pull au vert rouge. Quelqu'un qui a été condamné, exécuté, et il est quasi certain qu'on lui a coupé la tête alors qu'il était innocent, quoi. Voilà. Ouais, mais si on et c'était sur cette note qu'on va vous laisser. L'erreur est humaine, quoi. Voilà, quoi. Il y a quand même des gens qui se prennent la tête pour ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc, toutes les news sont faites, on va dire, on va pouvoir continuer l'humour un peu plus… Ouais, plus dark là, parce qu'on est rentré dans le dark. Pardon, YouTube. Dans le dark ne nous démonétisez pas. Oh, on n'est pas monétisé. Oh là là. Et on va passer le morceau qu'Elodie nous a choisi. C'est Heroes de David Bowie. Voilà, on a encore 2 minutes et demie de live pour dire encore des choses bien. Bowie. Ah bon, je disais des choses bien? Non, on peut dire des choses bien sur BXL TV. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de BXL TV. Vous pouvez rejoindre le groupe BXL TV qui existe sur Facebook. Vous cherchez BXL TV et vous allez le trouver du coup. Venez, on est gentil, où vous aurez du coup toutes les actualités de BXL TV. On vous donnera tous les invités, tous les événements, tout ce qu'on va faire. On va vous demander vos avis de temps en temps. On vous donnera le numéro de téléphone d'Oli pour les fans. Mais Oli n'est pas libre. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch de BXL TV, FabXL, parce que du coup, comme ça, à chaque fois qu'on aura un live qui va popper, vous aurez une petite notification absolument invasive sur votre téléphone portable et ce sera super chouette parce que vous vous rappellerez au fait « Ah, mais on est vendredi soir, je ne fais rien ». Mais quelle est donc cette notification? Mais quelle est donc cette notification? Mais quelle est cette émission dont je n'ai aucune idée? Et voilà, donc faites-le. Ce qu'on va dire dans l'émission d'aujourd'hui, c'est que vendredi prochain, il n'y aura pas de BXL TV. Ouais, on prend une semaine un peu de repos aussi. Mais il est possible, parce que de toute façon, il n'y a quand même pas grand-chose à faire. Les bistrots sont si on s'emmerde, on viendra peut-être. Qu'on fasse peut-être un set DJ, un blind test, un concours de peinture sur soi, je ne sais pas. Probablement. Donc, au cas où, vous aurez une petite notification. Donc, qui vous dira. Les dernières secondes qui seront sur la vidéo YouTube, on vous dit à dans 15 jours avec Guillaume de Neptunian. Voilà, ok. Et tous vos chroniqueurs que vous aimez. Voilà. Et on reste et on continue maintenant. Donc, David Bowie, vous deux, si je vous dis David Bowie en quelques mots, ça vous évoque quoi? Enfin, je ne sais pas si vous êtes fan ou pas déjà.